Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Je voudrais qu'on revienne un instant avec Georges Fenech, avec Nathan Devers, sur nos universités. Vérolées, semble-t-il, certaines par des groupuscules d'extrême gauche qui malmènent certains professeurs d'université. Peut-on encore parler librement dans nos universités? Peut-on encore parler librement? Nathan. Moi, c'est une institution que je connais pas mal parce que j'y travaille. Objectivement, l'état de l'université aujourd'hui est quand même, on ne le dit pas assez, l'université dans la quasi-totalité des cas, il y a énormément de facultés, il y a énormément de campus, il y a énormément de disciplines, ça se passe extrêmement bien. Vous avez des professeurs, des maîtres de conférences, des chercheurs qui sont dévoués. Alors c'est un métier qui s'est dégradé dans ces conditions de revenus, dans ces conditions corrélées à la crise du logement, ça s'est dégradé au carré. Non, même dans ces conditions de travail, la pesanteur administrative est plus haute, etc. Mais vous avez une dévotion des gens qui y travaillent qui est extraordinaire. Et vous avez fort heureusement une qualité de la recherche, une qualité de ce qu'on attend, de ce que doit être la production des idées dans une société qui est évidemment au rendez-vous. Ensuite, ce à quoi on assiste dans l'ensemble de la société française et les universités, aucune institution n'est hermétique à la société française. Ni les universités, ni l'école, ni l'hôpital, ni rien. C'est à une polarisation du débat. Et donc on observe dans toute la société française et dans toutes les sociétés de nos démocraties occidentales, parfois des minorités idéologiques qui refusent de s'inscrire dans les coordonnées du débat, qui refusent de pouvoir même échanger, même parfois violemment, même parfois fermement, mais sur la base d'arguments, et qui veulent situer cet affrontement sur la base de l'affrontement individuel avec des attaques ad hominem. Et ça, évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mais j'insiste là-dessus. Je pense qu'il faut répondre aux problèmes qui existent ici ou là à l'université, sans remettre en cause l'université dans son ensemble. Je dis ça parce qu'aux États-Unis, Donald Trump, quand vous voyez ce qu'il fait avec Harvard et avec Columbia, c'est qu'il prend des problèmes qui existent à Harvard, et évidemment qu'il y en a des problèmes. On a vu des explosions d'antisémitisme, des trucs qui étaient absolument scandaleux, et il prend ça pour remettre en cause l'université, et donc pour détruire la production de savoir dans une démocratie, ce qui est extrêmement dangereux. Il n'empêche, on ne peut pas nier les problèmes au sein des universités, Georges Fenech. Je comprends parfaitement la qualité, encore qu'on a beaucoup régressé sur le plan du classement à l'international de nos universités. On brille pas forcément par notre classement, vous le savez. Mais non, là, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que ça va au-delà de cette polarisation dont vous parlez. Ça va au-delà. Là, on a un climat de terreur qui est mis en place par des groupuscules dont on sait très bien quelles sont leurs obédiences, qui sèment véritablement, qui font de la pression sur certains enseignants. Souvenez-vous, à Grenoble, ça s'était déjà passé avec 2 enseignants qui étaient ciblés avec des noms sur les murs, etc. Souvenez-vous, Sciences Po, blocage à Sciences Po, on ne pouvait plus faire de cours. On avait LFI, vous vous souvenez, qui était présent à ce moment-là. Donc on voit bien qu'il y a une tentative d'entrisme qui va au-delà de la confrontation d'idées ou d'idéologies ou de la polarisation. Ça a toujours été le cas à l'université, c'est toujours le lieu du débat, très vif même. On l'a tous connu, je l'ai connu aussi à mon époque. Mais là, c'est autre chose. Là, il y a une espèce une tentative de mainmise sur l'université par un courant idéologique qui voudrait aller contre la laïcité, qui voudrait remettre en cause la liberté pédagogique, ce qui est le cas ici de cet enseignant, sous des prétextes fallacieux et avec des pressions physiques qui peuvent aller très loin. Et c'est quand même dans notre pays qu'on a eu 2 enseignants qui ont été décapités et tués. Il faut le rappeler. Donc, je crois qu'on ne peut pas résumer toute cette affaire à uniquement une polarisation ou une infiltration du débat de société en général. Il y a une volonté d'interférer dans l'université. D'autant plus que cet enseignant lâché par sa direction, c'est quand même incroyable que cette présidente ne l'ait pas appelé, ne se soit pas renseigné. Enfin, le comportement de la présidente de l'université Lyon 2 est quand même un peu surprenant quand on a un de ses professeurs dont les cours sont interrompus et qui s'est taxé de mots sionistes. Je ne sais plus quels termes ont été employés. Là, oui, voilà, c'est ça, on est au-delà du pas de vague. Oui, là vous avez quelque chose qui n'est encore une fois vraiment pas correct dans la mesure où quand on voit des scènes où un professeur... D'abord, en fait, cet individu, comme la plupart des universitaires, il est enseignant-chercheur.
Donc on peut lui faire éventuellement des reproches si on est en désaccord sur sa dimension de recherche, sur les articles qu'il publie, sur les livres qu'il écrit, sur la vulgarisation scientifique qu'il peut faire dans les médias. La dimension d'enseignant, elle est différente. Le principe d'un enseignant-chercheur, c'est que votre recherche, elle vous engage, il y a une rigueur scientifique, et votre enseignement, vous parlez pas tellement en votre nom, vous enseignez une discipline. Là, on l'a attaqué même en tant qu'enseignant, ça veut dire dans une salle de cours, avec des insultes que vous avez rappelées. C'est vrai qu'il s'en émeut. Et ça, c'est en effet indéfendable. À part certaines personnalités de droite. Tout le monde, mais personne. Vous avez eu cette tribune que vous avez citée, des 50 universitaires. Mais ce sont des universitaires. Ce ne sont pas des politiques. Vous avez raison. Mais en tout cas, ça a été quand même repris dans le débat public. C'est des faits qui sont graves. Il y a des anciens ministres. Et parfois, quand il y a des comportements qui consistent, si vous voulez, un peu à dissoudre la gravité de la chose, en refusant, comme l'a fait la direction, de soutenir. C'est même pas de soutenir ce professeur, c'est de dire que ce qu'il a subi est inadmissible. C'est ça qu'il faut dire. Et quand quelqu'un subit quelque chose d'inadmissible, quel que soit le contexte, eh bien, il faut le dénoncer de façon inconditionnelle. Je vais encore un peu plus loin que Nathan, encore une fois. Je pense qu'il faut non seulement il faut critiquer ce qui s'est passé, mais il faut le soutenir. Cet enseignant est isolé actuellement, il peut même plus traverser le campus. Non mais c'est incroyable ce qu'il nous raconte, Nathan. Il a besoin d'un soutien, aussi critiquable soit-il peut-être sur mais il a besoin d'être soutenu. Rien ne peut justifier ce qui lui est arrivé, vous vous rendez compte? Moi, à sa place, je ne sais pas si je remettrais les pieds, et il va être obligé de demander sa mutation. Vous voyez? On arrive toujours là, c'est la victime qui finalement doit partir. C'est quand même... Mais d'ailleurs, c'est ce que laisse entendre la présidente dans ses mots, en disant... On va voir quelle sera sa place. Il faut qu'il trouve sa place, voilà, au milieu des 660 enseignants. Il est même pas soutenu par sa direction. C'est quand même glaçant, pardon, mais... Non mais ça, je suis absolument d'accord avec vous sur ce point. Quand je dis condamner ce qu'il a subi, ça revient à dire le soutenir. Soutenir quelqu'un en tant qu'il a été victime. De ces images étaient terribles. Une salle de cours avec un enseignant qui se fait éjecter de son propre cours en se faisant traiter de tous les noms et ensuite qui subit des menaces et avec des menaces peut-être sur sa sécurité aussi. Bien sûr. Évidemment que c'est scandaleux. J'aimerais juste revenir sur la comparaison avec les États-Unis parce qu'il me semble qu'elle est très éclairante. Vous avez vu depuis 2 ans, et même depuis plus longtemps, parce qu'il y avait eu des événements très graves qui s'étaient passés sur un campus au nord-est des États-Unis, à Evergreen. Mais en gros, depuis 2 ans, vous avez eu parfois une poussée dans les campus américains de comportements intolérables. De professeurs qui ont subi ce que ce monsieur a subi, mais parfois en puissance 1000, parce que vous savez d'ailleurs, sur les campus, vous avez parfois des forces un peu de police, de protection, etc. Donc tout ça prend une ampleur énorme. Et il y a eu une explosion d'antisémitisme, il y a eu une sorte de dérive dans plusieurs campus, et on se souvient... Mais qui est derrière tout ça, pardon Nathan? Mais c'est un mélange de plein de choses. Vous avez à la fois parfois des groupuscules politisés à l'ultra-gauche, vous avez aussi, vous avez parlé de l'entrisme islamiste, vous avez plein de choses, des gens, des jeunes un peu en effervescence qui s'ennuient et qui vont épouser des causes radicales. C'est une sorte de cocktail. Aux États-Unis, on a vu les directeurs de certains campus américains qui étaient reçus au Congrès et qui refusaient de condamner l'antisémitisme dans leurs universités. Ça, c'était évidemment inexcusable. Et vous voyez aujourd'hui un autre phénomène et qui ont été limogés. Depuis l'élection de Donald Trump, un Donald Trump qui c'est même pas qui stigmatise, qui attaque fermement les universités, notamment Harvard, en jetant le bébé avec l'eau des bains, en estimant que Harvard, dans son intégralité, est un lieu de production de bêtises, d'idéologie, etc., ce qui est complètement faux, c'est un lieu de recherche scientifique, et qui est en train de tout faire pour fragiliser, pour détruire des enseignements, pour détruire des postes, pour détruire des budgets, et donc pour détruire, in fine, à terme, la possibilité qu'Harvard puisse avoir fonctionné comme une institution autonome. Il me semble qu'en France, nous devons éviter cet écueil américain. Ça veut dire qu'on doit avoir le courage de la nuance, critiquer à la fois, dénoncer fermement les agissements dont M. Balanche a été victime, et aussi s'inquiéter des menaces qui pourraient peser sur une sorte de stigmatisation en tant que telle, dans sa globalité, de l'université française. Si vous permettez, Nathan, moi je veux rebondir sur la proposition de Laurent Wauquiez qui demande une inspection. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'une inspection extérieure, savoir ce qui se passe. Voilà. Est-ce qu'effectivement ça se passe, ou oui ou non. Voilà. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a une ancienne ministre des universités qui avait elle-même demandé une inspection sur l'infiltration des milieux islamo-gauchistes dans l'université. Qu'en est-il de cette inspection ? On ne sait pas. Elle n'a jamais prospéré. Voyez-vous ? Donc il faut qu'on ait un regard extérieur, qui est une inspection qui soit nommée, je dirais ad hoc, peut-être nommer des gens de différents, je sais pas l'inspection elle-même de l'éducation nationale, mais une inspection qui pourrait être constituée de parlementaires de tous bords, d'universitaires, et qu'on aille faire un vrai travail.
qu'on nous dise ce qui se passe dans nos universités, parce que ce sont des affaires qui sont malheureusement récurrentes. Oui, d'autant plus que le conseil d'administration soutient, par exemple, dans le cas de Lyon 2, sa présidente, donc il n'a aucune chance, ce professeur. Oui, mais alors pour rebondir sur la question de l'inspection, si c'est faire une inspection sur des dérives qui pourraient exister au sein, je dirais, de l'organisation de la vie universitaire. Par exemple, là, un professeur qui se fait attaquer, qui se fait chasser de son cours, qui subit des menaces. Ça, évidemment, ça me paraît pas délirant de dire que quand, dans une institution quelconque, il y a des problèmes dans son organisation, des comportements qui sont intolérables, il faille vérifier, voir ce qui se passe. Ça me dérange pas. Ce qui est plus problématique, c'est quand le politique dit, et c'était le cas de cette ancienne ministre, on peut faire une inspection sur l'état de la recherche. Dire que la recherche en elle-même, ça veut dire la recherche et de la production de savoir. Évidemment que le savoir, il est jamais complètement objectif, définitif, puisque le principe de la recherche, c'est qu'elle évolue. Évidemment que le savoir, il peut aussi avoir dans sa production scientifique, aussi bien dans les sciences dures que dans les sciences humaines, un arrière-plan idéologique. Mais dire que le politique contrôle la production de savoir, ça peut conduire aussi à des dérives dangereuses. Et on le voit aux États-Unis. On voit aux États-Unis un Donald Trump et son entourage qui disent par exemple sur des questions comme les recherches sur le climat, tel chercheur, ça va pas ce qu'il dit. Alors que le chercheur, si vous voulez, il est pas en train de suivre un agenda idéologique, il fait des recherches. C'est là qu'à mon avis, on est dans une zone. C'est pas là-dessus que moi je porte mon regard. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Moi, je porte mon regard sur autre chose. Est-ce qu'il y a effectivement une censure, une certaine idée qui ne va pas dans la doxa dominante de l'université? C'est ça que je veux savoir. Je veux savoir, par exemple, si un chercheur ou un universitaire n'utilise pas la langue inclusive, est-ce qu'il risque effectivement de perdre sa chaire? Toutes ces déviances, finalement, auxquelles on assiste à l'université, ces courants idéologiques, c'est ça. Après, la liberté pédagogique, la recherche, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il se passe des choses aujourd'hui dans notre université. Je la fréquente plus, hein. Donc vous y êtes, vous y enseignez, mais moi, je la fréquente plus. Mais à l'époque où je la fréquentais, jamais j'ai entendu parler de ce genre de choses. Il y avait des frictions, toujours, mais pas de ce climat de terreur qui... Je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup, et qui s'est retrouvé à la retraite un peu rapidement. Monsieur Gilles Kepel. Il l'a dit clairement, qu'il n'était pas dans la doxa de l'université. C'est pour le coup ça. C'est ce qu'il a dit. C'était une affaire plus complexe et entre ce qui a pu en être dit et ce qui étaient les tenants et les aboutissants de cette évolution de son parcours, il y avait une sorte d'écart. Moi, je crois quand même que l'université, c'est une institution, c'est un ensemble d'institutions. Il faut la protéger. Avec beaucoup de diversité. Vous avez évidemment des gens de gauche, vous avez des gens de droite, vous avez. Et puis dans son histoire, l'université française, je rappelle que la révolution de 1848, elle commence à la fac de droit à Paris. La révolution de 1968. On va pas se faire de dessin. Quand le général de Gaulle visite l'école normale supérieure qui veut serrer la main à des gens, il y a des gens qui refusent de lui serrer la main. Ça a toujours été un lieu de contestation. Je dis pas ça pour dire que ce qu'on évoque, c'est bien. Je dis ça juste, je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte et il faut pas donner l'impression que l'université française se dévoie, parce que l'université française, c'est quand même le meilleur de ce que l'État peut aujourd'hui produire dans sa promesse républicaine. Il n'empêche, effectivement, dans il y a certaines dérives, effectivement, il faut en parler. Il faut les condamner, bien sûr. Attends, il faut les condamner et raconter l'histoire de ce professeur. Merci beaucoup. 19h44. On va revenir dans un instant sur cette affaire dingue. Les voyous n'ont plus de limite. Georges Fenech, vous qui les avez côtoyés de l'autre côté, je précise. De l'autre côté, de la barre, bien sûr. Du bon côté de la barre. Non, mais c'est incroyable. Enfin, maintenant, on séquestre les femmes et les enfants pour donner des infos. On va en parler dans un tout petit instant. 19h45 sur Europe 1.